Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Aboubacar Lalo, géographe et consultant en politique d'aménagement. Eliamine Soum, sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Nous parlions donc de cette conférence de Palerme qui s'est tenue ces 12 et 13 novembre. Une conférence quand même assez chaotique, hein, il faut bien le dire. Aucune avancée majeure. On parlait quand même du positionnement de la communauté internationale. Est-ce que la Libye peut se permettre de se passer de cette communauté internationale dans la mesure où on a vu que c'est quand même à partir de 2017 avec l'intervention du président français Emmanuel Macron où un cessez-le-feu a pu être instauré, plus la question des élections qui a été mise sur la table. Donc quand même une communauté internationale qui a quand même permis de faire évoluer les choses. Disons que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, a un devoir par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu une intervention, un régime qui a été déstabilisé, une situation de guerre. Lorsqu'on voit par exemple là, tout un tas de conflits qui ont été résolus notamment au siècle passé, on sait que parfois la présence de forces d'interposition, tout ce qui peut relever de l'accompagnement vers la paix était quelque chose d'extrêmement important. Puisque on a cette expérience-là, il ne faut pas être pessimiste. Hein. L'ensemble des mouvements, même des guérillas en Europe, que ce soit l'ETA ou d'autres mouvements armés en Amérique latine, je pense aux FARC, etc., ont déposé les armes. Et on sait qu'il y a eu un rôle d'un certain nombre d'acteurs qui ont pu en fait aller vers ce processus. Donc là, la Libye, elle a besoin de quoi aujourd'hui? Elle a besoin de respecter sa pluralité, ce qui n'a pas été fait pendant les 40 années du régime de Kadhafi, parce que lui, c'était donc l'état des mages, je m'adresse à des citoyens, de manière tribale avec une forme de clientélisation, une répression quand il fallait serrer la vis sur tel et tel mouvement islamiste. Aujourd'hui, donc, respect de la pluralité, de l'ensemble des composantes, parce que finalement, la Libye n'existe pas comme État-nation. Les divisions qu'on a entre la Cyrénaïque, le Faisan et la Tripolitaine, donc les trois grandes régions. C'est comme la Yougoslavie de l'époque. Hein. C'est ça. La question, c'est est-ce que la Libye va vers une forme de partition, comme ce fut le cas en Yougoslavie, partition violente, ou la Tchécoslovaquie qui s'est séparée en deux entités sans violence, ou alors comme un peu après la guerre du Liban, un État qui continue d'exister en acceptant la pluralité. Et là-dedans, il y a besoin de collaboration, il y a besoin de reconstruction, et puis il y a besoin de formation. C'était toute la problématique de l'ANC post-apartheid, c'est qu'est-ce qu'on fait quand Nelson Mandela dit on jette les armes à la guerre, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ne savent faire qu'une chose, c'est finalement se battre. Donc bien évidemment que la Libye a besoin de l'aide de la communauté internationale. Mais une fois de plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quel type d'aide? Ce n'est pas une aide complètement intéressée, il faut être d'accord sur quels sont les objectifs pour accompagner dans la reconstruction, l'accompagnement en termes de ressources vers un processus qui, une fois de plus, va être long, un processus vers une démocratie, parce que c'est un apprentissage et que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Aboubacar Lalo. Oui, mais ça ne peut être justement une aide intéressée, parce que toute cette communauté internationale, bon, vous dites effectivement, il y a les ressources pétrolifères surtout, donc la Libye, et ça, c'est pas une moindre chose. Mais moi, je me dis, et puis tout ce qui concourt quand même à la paix, je pense, ne doit pas être mis de côté. Je pense que alors, mais qui sont ces pays? Parce qu'on a quand même le sentiment que cette communauté internationale, encore une fois, déstabilise plus la Libye qu'autre chose. Oui, ce sont les pays donc de l'Union européenne, ce sont les États-Unis, c'est le Canada par exemple, mais aussi il y a les pays régionaux également. Voilà, et donc il y a des pays du champ qu'on appelle l'Égypte quand même qui est partie prenante de toute cette et on a vu Sisi justement qui était avec Haftar. Oui. Donc là-dessus donc c'est quand même un signe. Donc chacun soutient un peu son camp, comme on peut le dire, mais aussi à l'Arabie Saoudite, ceux qui financent souvent, j'allais dire, le djihadisme dans cette région-là, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, voilà, donc l'idéologie salafiste justement donc qui est là. Donc tous ces pays-là, il faut qu'ils soient présents, mais aussi ne pas oublier les pays riverains, par exemple la Tunisie, l'Algérie, le Niger, le Tchad, donc tous ces pays-là, et même le Mali, même si le Mali ne fait pas, n'a pas de frontière avec... ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde, effectivement. Mais tous ces pays-là, il faut qu'ils soient là. Même en tant qu'observateurs, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils disent quand même un mot. Il ne faut pas se dire, tous ces pays-là, justement, ont subi le contre-coup de l'intervention de 2011. Donc on sait qu'il y a plus de 21 millions de pièces d'armement qui ont été dilapidées des arsenaux libyens.
21 millions, donc vous vous rendez compte, oui, donc ça a quand même, voilà, donc là ça a quand même un peu renforcé le djihadisme au nord du Mali, ça a renforcé jusqu'à Boko Haram, qui est quand même situé un peu plus au sud, entre donc la frontière nigériane, Tchad et Cameroun. Donc il y a quand même, et jusqu'au Darfour d'ailleurs, hein, donc tout ce mécanisme-là doit être mis en place et c'est pourquoi justement donc je disais avec cette conférence de réconciliation, il faut que tout le monde vienne. Mais le problème c'est que est-ce que tout le monde a intérêt à venir? Parce qu'aujourd'hui les milices qui se font du beurre justement sur un peu cette situation chaotique, les milices ne vont pas, les milices de Zintan, les milices de Misrata, donc toutes ces milices-là, elles ne vont pas être d'accord qu'il y ait une ambiance démocratique, quoi, disons, qu'il y ait la paix. Ils ne vont pas accepter. Les djihadistes, tous ces groupes-là, Daesh, Al-Qaïda et Ansar al-Islam, donc tous ces groupes-là, est-ce qu'ils ont intérêt justement à ce qu'il y ait la paix? Et puis ils n'ont pas les mêmes motivations. Il faut quand même arriver à ce que tous ces groupes-là aient les mêmes motivations. Ce qui est, comme le disait le Premier ministre algérien, justement, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ce n'est pas évident que même les élections qui sont prévues au printemps de 2019 se passent justement dans ce pays-là, parce qu'il y a beaucoup justement de handicaps, il y a beaucoup de prérequis qui ne sont pas encore là. Après, ce qu'on sait quand on observe un certain nombre de conflits, c'est que si ce qu'on appelle la communauté internationale veut faire pression et, on va dire, limiter la capacité, on l'a vu hein, sur Daesh, hein, c'est intéressant, très rapidement, il y a eu les attentats à Paris, voilà, avec dans toute la complexité de la question syrienne, qu'à un moment donné, il y a eu des interventions rapides, on a réussi à limiter en tout cas dans l'espace. Donc s'il y a une véritable volonté, ça peut le faire. Après, il faut se poser la question, qui arme, qui finance ces groupes, et que ces groupes, une fois de plus, ils peuvent rentrer dans un processus de négociation politique et entamer, voilà. Avec une autre question aussi qui est centrale, qu'on n'a pas évoquée, c'est la question aujourd'hui économique. La Libye est exsangue. Vous avez aujourd'hui des Libyens qui montent sur le bateau, sur des bateaux pour quitter la Libye. Donc, ce qui n'était pas le cas, les Libyens n'ont pas vocation à migrer, sauf pour d'autres raisons, mais en tout cas pas pour la question économique. Donc aujourd'hui, le processus politique, d'accord, mais si on dit à des gens allez voter élection et qu'ils galèrent dans leur quotidien, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a la question économique, voilà, de se dire aujourd'hui, reprendre l'exploitation des ressources et puis que ces ressources puissent être finalement bénéficiées. Il y a le désarmement aussi, il faut désarmer quand même toutes les milices. Ça, c'est le propre d'un État. L'État a le monopole de la violence légitime. Mais du moment où il n'y a pas d'État, il n'y a pratiquement pas d'État. Et là, c'est vrai, qui va dire maintenant désarmement? Désarmement. Donc, toute la question est là aussi. Donc le grand défi là, pour la Libye, ce sont les élections là, dans un premier temps. Avant même la question des élections, c'est de se dire finalement ce que vous disiez sur la question d'un processus, mais dans le processus, il faut en même temps enclencher ce qui relève de l'économie, ce qui relève de la question sociale. Hein. Si on veut désarmer et retirer des combattants de toutes ces milices, il faut que de l'autre côté, qu'il y ait les moyens de dire à tous ces gens qui sont embrigadés que vous avez d'autres alternatives. Vous avez des alternatives pour vous former, pour construire le pays de demain. Donc il y a la question économique et sociale. Et c'est en ça que je vous dis qu'il y a eu tout un tas de conflits où quand on a voulu mettre des moyens, on l'a vu, l'Europe post-Deuxième Guerre mondiale, on a mis les moyens pour la paix, pour avoir le plan Marshall. Donc il faudrait une sorte de plan Marshall pour la Libye, pour dire voilà, d'abord revenons sur les bases économiques et ensuite entamer ce processus qui, une fois de plus, peut être long, mais qui est possible, hein, je veux dire. Absolument. Et il faut surtout à ce que les Libyens se parlent, parce que là, on a l'impression que depuis 2011, les Libyens ne se parlent pas. J'avais dit effectivement, il y avait toutes ces différenciations tribales, effectivement, donc qui existent, que Kadhafi quand même a essayé, comme le maréchal Tito à l'époque, a essayé un peu de camoufler. Mais il y a des problèmes quand même très sérieux des tribus, mais qui historiquement, voilà, depuis des centaines d'années, qui pratiquement qui se font la guerre, plus ou moins. Donc là-dessus, je pense que c'est en se rassemblant autour d'une table et qu'ils se disent toutes les vérités, franchement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi les mœurs. Il y a les dettes de sang, par exemple, quoi. Donc là aussi, quand on tue quelqu'un de ma tribu, je vais aller tuer l'autre, etc. Donc ça aussi, ça existe. Non, mais ça, c'est l'état de droit qui voilà, ça, c'est l'état de droit qui va essayer de le faire, mais en se parlant.
en se disant, bon, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra aplanir, et puis après, justement, l'argent viendra par la suite avec un plan Marshall, pourquoi pas. Enfin, l'argent, la Libye, voilà. on a. Oui, c'est un pays riche, à la base, c'est comment on l'utilise. Mais ça appartient à des groupes maintenant, à des groupes mafieux. Et puis, quand vous voyez le comportement du maréchal Haftar qui fait sa pleureuse, qui dit je viens pas, il faut aussi qu'il y ait des comportements qui soient exemplaires. Il a 75 ans, je veux dire, on ne peut pas se comporter dans ces situations de crise comme ça. Il faut être capable, on l'a vu, hein, des gens comme Mandela post-apartheid, il faut être à la hauteur des enjeux, pas dire je viens pas, on fait un petit peu une espèce de pleureuse et on finit par venir à la conférence. Donc il y a aussi une question d'exemplarité dans ces moments qui sont cruciaux, parce qu'on a besoin de symboles forts. Alors peut-être un autre moment crucial, début 2019, une conférence nationale donc sur la crise libyenne devrait se tenir, non plus à l'extérieur, mais en Libye directement. Un référendum pourrait être discuté peut-être à ce moment-là. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette conférence de Palerme en Italie. On passe tout de suite à notre grand angle. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi une loi de finances rectificative. Les nouvelles dispositions revoient drastiquement à la baisse le budget et les investissements nationaux. Un budget de l'État fortement diminué, un réajustement jugé nécessaire par les autorités en raison du contexte sociopolitique et sécuritaire. Siamlo Victoria Sedji. Initialement évalué puis adopté pour 4 459,47 milliards de francs CFA, le gouvernement du Burkina Faso a décidé d'une baisse du budget national au titre de l'année 2018. La loi de finances passe désormais à 3 701,14 milliards de francs CFA adoptés mardi 13 novembre 2018 par 73 députés sur les 113 votants au Parlement. Le budget initial est toujours adopté en année N-1. Donc le budget 2018 a été adopté en novembre 2017. En ce moment, il y a un certain nombre de facteurs qui n'avaient pas été pris en compte et qui n'étaient pas intervenus dans le pays. Le réajustement de la loi de finances intervient dans un contexte de tension au Burkina Faso marqué par des revendications sociales persistantes, lesquelles ont occasionné des dépenses de 93,427 milliards de francs CFA, selon les autorités. Actuellement, nous sommes à un ratio de 52% de la masse salariale par rapport aux recettes fiscales. Les recettes fiscales ont baissé, mais la masse salariale a augmenté. Donc, 52% des recettes fiscales sont utilisées pour le paiement des salaires d'environ 200 000 personnes. Ça crée un problème parce qu'on a moins d'argent maintenant pour les investissements, alors que ce n'est pas les investissements qui ont créé la croissance. Le Burkina Faso vit également une situation sécuritaire de plus en plus inquiétante. La lutte antiterroriste entraînant de nouvelles charges et priorités, la croissance économique devrait néanmoins se consolider à plus de 6,6% du PIB en 2018, selon les institutions financières internationales. Aboubacar Lalo, est-ce que ce réajustement a de quoi porter atteinte aux ambitions économiques du Burkina Faso, notamment avec ce plan national de développement économique et social qui prévoit quand même une croissance autour des 7%? Oui, une croissance de 6,5%, effectivement. Moi, je crois qu'il est tout à fait normal que ce budget soit revu à la baisse, parce que on se rend compte que tous les budgets qui ont été montés, il y a toujours eu des déficits. Donc ce sont des budgets qui ont été toujours déficitaires. C'est-à-dire on n'arrive pas justement à recouvrer pratiquement les recettes qu'il faut. Et de l'autre côté, on a énormément de dépenses. Et les dépenses, là, on nous le dit, la masse salariale, déjà 50% quand même de tout le budget. Ça veut dire qu'on a un État mammouth donc, qui est là, qu'il faudra forcément d'une manière ou d'une autre, même si c'est assez violent de le dire, qu'il faudra d'une manière ou d'une autre un peu dégraisser. Et là-dessus, il y a l'effort de guerre. Donc ça a été un peu dit, parce que c'est une donnée qui est assez nouvelle au Burkina Faso. Donc c'est depuis 2018, fin 2017, il y a une insécurité croissante dans la région du Soum, dans le Liptako, à la frontière avec le Niger, et au sud du Burkina, donc dans les forêts qui sont sud vers le parc du W et de la Pandjari. Et c'est vrai que cet état de fait... Ça justifie ce réajustement? Ça justifie ce réajustement. Je pense que c'est une mesure de bon sens.
puisque de toute façon, c'est un budget qui est déséquilibré et qui ne peut pas être de toute façon exécuté d'une manière ou d'une autre. Alors, vers quoi se dirige exactement là, économiquement le Burkina Faso? C'est une cure d'austérité? Ça va être une cure d'austérité, excusez-moi oui, Eliamine Soum, avant de marquer donc là-dessus, oui, ben, si on prend les mesures que le président Marc Kaboré, justement, a commencé à initier, par exemple, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à la personne. Avant, c'était des impôts qui n'existaient pas. Tu vois, donc, ce sont des impôts de capitation, par exemple. Donc là-dessus, c'est quelque chose quand même de nouveau, parce qu'il faut des nouvelles recettes que le Burkina n'a pas. Parce que les recettes budgétaires sont en deçà des espérances. Voilà. Peut-être un mot là-dessus, Eliamine. Oui, alors moi, je ne partage pas forcément le point de vue. C'est pas un État mammouth. Le Burkina, c'est on va dire, on regarde les chiffres qu'on nous donne en milliards. Si vous faites la transcription en euros, vous allez voir, ça représente rien du tout. C'est-à-dire que quand on parle de 6-7% de croissance, pareil, ça ne veut rien dire. Souvent, on a des chiffres faramineux sur la croissance en Afrique. La première banque en Afrique, sur le continent, peut-être l'Afrique du Sud, c'est un petit peu différent. Les gens ne fonctionnent pas avec la carte bleue, c'est dans le coussin, c'est dans le matelas qu'on a de l'argent. Donc, moi, je pense que dans un État comme ça, où les populations sont aussi fragiles, bien évidemment, les gens ont besoin de plus d'État. On ne va pas taxer des gens qui sont déjà pour la moitié au chômage, qui sont dans des situations de galère. Bien évidemment, hein, il y a un processus d'imposition pour un État. Le Burkina est un pays riche, avec beaucoup de ressources. Absolument. Mais voilà, et aujourd'hui aussi, alors ça c'est, pour moi je pense que au contraire, il faut, dans ces États, comme c'est fait dans beaucoup de pays, il faut qu'il y ait plus de personnes, d'aide à la personne, un État beaucoup plus social sur les questions d'éducation, de santé, etc. Maintenant, sur la question sécuritaire, on sait que toute cette idéologie qui pénètre maintenant l'Afrique, que vous avez qualifié salafiste, wahhabite, etc., elle a aussi essaimé pour tout un tas de raisons dans la région et que ça va aussi entraver le développement à la fois du Burkina, mais de tout un tas de pays. Vous savez, avant de mourir, quand les dirigeants comme Houphouët-Boigny, Hassan II, etc., investissent, ou Bouteflika actuellement, sur une mosquée, sur une cathédrale, eh bien ça ne contribue pas au développement. Donc aujourd'hui, le combat contre ces idéologies qui essaiment, aussi, c'est ce que vous signalez au Burkina, eh bien à la fois ça renforce malheureusement parfois l'état sécuritaire. Souvenez-vous, à la fin du 19e siècle, les anarchistes et les lois scélérates qui ont été votées, donc on renforce le contrôle sur les citoyens et on dépense beaucoup d'énergie dans ces idéologies mortifères. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait plus de moyens pour des gens qui sont déjà dans des situations de grande difficulté. La situation aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pays où il y a l'extrême pauvreté, le Burkina Faso. Merci. Oui, mais il y a un problème quand même de gestion, ça il faut le dire. Quoi. Oui, mais ça c'est... Donc de gestion étatique. Ça on le sait bien. Ça. Et on sait bien, l'effort de guerre est très important. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.